Bonjour à toutes et tous. Suite de cours sur l'oxydoréduction. Donc ici, l'objectif que l'on va avoir maintenant, c'est de définir les grandeurs électriques qui vont nous permettre d'orienter les échanges électroniques dans le circuit extérieur d'une cellule galvanique. En effet, on sait que si l'on connaît la différence de potentiel aux bornes d'une cellule galvanique, on sait dans quel sens les électrons vont circuler, donc on sait dans quel sens la réaction chimique va se faire. Donc la question qui va se poser ici est de savoir comment on va définir le potentiel électrique d'une électrode, ou plus exactement, si on veut éviter les abus de langage, d'une demi-pile. Alors, ici, la réponse, c'est qu'on a besoin d'un niveau de référence tel que la Terre en électricité. On rappelle que la Terre en électricité est définie tel que le potentiel électrique de la Terre est de 0 V. Alors, le niveau de référence en électrochimie, c'est-à-dire en chimie mélangée entre guillemets avec de l'électricité, le niveau de référence sera défini par l'électrode standard à hydrogène, qui est une électrode de référence des potentiels, donc tel que le potentiel électrique de cette électrode est nul. Alors, de quoi est constituée cette électrode? Elle est constituée d'un fil de platine platiné, recouvert de noir de platine, donc platine finement divisée. Donc du platine platiné, c'est du platine inattaquable, solide, enfin quasiment inattaquable chimiquement, et donc qui va rester stable au cours de toutes les réactions chimiques. Alors, en plus de cette électrode, on va avoir une solution acide infiniment diluée de pH nul. Alors, solution acide, donc qui contient H+, de pH nul. On se rappelle que le pH vaut moins log de H3O+, donc moins log de H+, ici. Donc finalement, H+, on va avoir une concentration de 1 mol par litre. Ce qui correspond à la concentration standard qui apparaît dans les activités, 1 mol par litre. Au contact de cette solution et de l'électrode de platine, on va faire barboter du dihydrogène gazeux, qui se comporte comme un gaz parfait, à la pression standard de 1 bar, la pression qui apparaît également dans les activités, avec H2 qui se comporte comme un gaz parfait. Donc ici on a H2 qui se comporte en gaz parfait, H+, infiniment dilué à la concentration de 1 mol par litre, vous voyez que c'est relativement contradictoire, et un fil de platine platiné. Donc cette électrode, il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est une électrode théorique. C'est-à-dire qu'en pratique, on ne peut pas construire cette électrode. Elle est juste là pour nous donner un potentiel de référence stable. Et on nous dit que le potentiel de référence, donc, dans le cas où on fait barboter du H2 à 1 bar avec H+ à 1 mol par litre infiniment dilué, ça correspond à 0 V. Le couple redox associé ici, c'est le couple redox de l'eau H+ H2, H2 gazeux, et la demi-équation électronique est obtenue avec 2H+ plus 2 électrons égale H2 sous forme de gaz. Alors, l'intérêt d'avoir défini un potentiel standard, c'est que l'on peut définir derrière le potentiel électrique d'une électrode quelconque. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que le potentiel d'électrode, donc d'une demi-pile ou d'une électrode donnée, comportant un couple Ox-Red, c'est la force électromotrice d'une cellule galvanique, constituée à droite d'une électrode qui met en jeu le couple Ox-Red, à gauche de l'électrode standard à hydrogène. Donc ici, on sait que la force électromotrice de la cellule galvanique va être définie par le potentiel électrique à droite moins le potentiel électrique à gauche. Et on sait ici qu'on va appeler ce potentiel-là, dans ce cas particulier, le potentiel d'électrode E Ox-Red, qui vaudra le potentiel électrique de l'électrode de droite, moins le potentiel électrique de l'électrode standard à hydrogène.
défini comme étant égal à 0 volts par définition. Donc, ici, on va avoir E oxred qui vaudra le potentiel V oxred moins le potentiel électrique de l'électrode standard à hydrogène, qui est nul. Donc, une chose que l'on peut dire, c'est que si tous les constituants de l'électrode de gauche sont dans leur état standard, alors par exemple, état standard, ça veut dire les solides sous leur forme la plus stable à cette température, les gaz dans un état de gaz parfait, les espèces en solution sous la concentration de 1 mol par litre infiniment diluée. À ce moment-là, le potentiel d'électrode défini ici sera le potentiel standard du couple oxred qui nous intéresse. Alors, ici, on va donc avoir une relation assez simple entre la force électromotrice d'une pile quelconque et les potentiels redox. Je m'explique. On imagine une pile, alors là on va donner la représentation simplifiée, qui contient à gauche une électrode qui met en jeu les couples OX1, RED1. Donc on va avoir ici le réducteur, qui peut être un métal par exemple, au contact de l'oxydant, qui peut être un ion de l'électrolyte, au contact via la jonction électrolytique avec l'oxydant numéro 2, qui peut être un ion de l'autre électrolyte, et le deuxième réducteur qui peut être par exemple un métal. Et bien à ce moment-là, la FEM de la pile constituée ici, ce sera la différence de potentiel entre l'électrode de droite qui fait intervenir OX2 et RED2 et l'électrode de gauche qui fait intervenir OX1 et RED1. Or, on sait que le potentiel électrique ici défini peut être défini comme le potentiel standard, le potentiel du couple OX2-RED2 moins le potentiel du couple OX1-RED1. Donc, la FEM d'une pile, ce sera la différence de potentiel d'électrode entre l'électrode de droite et l'électrode de gauche. Donc ensuite, ce qu'on sait, c'est que cette grandeur, eh bien, elle est algébrique, c'est-à-dire que pour une pile donnée, eh bien, on peut envisager des tensions positives ou négatives, et qu'en fonction de sa valeur, eh bien, on va avoir soit les électrons qui vont circuler de l'électrode de droite vers l'électrode de gauche, ou inversement, de l'électrode de gauche vers l'électrode de droite. On se rappelle que, d'après ce qu'on a vu dans le chapitre de mécanique numéro 4, ça remonte un petit peu, le signe de la tension donne le sens de déplacement des charges en orientant la force électrostatique qui se crée au sein du circuit. Alors, ici, pour la pile Daniel, en exemple, eh bien, on se rappelle que la pile Daniel, donc c'est la pile qui va avoir Zn solide, Zn2+, au contact via une jonction électrolytique avec la demi-pile qui contient Cu2+, Cu solide. Donc, la FEM de la pile Daniel, eh bien, ce sera le potentiel d'électrode associé à Cu2+, Cu, moins le potentiel d'électrode associé à Zn2+, Zn. Et donc là, on a dans l'idée une chose déjà, on a dans l'idée que la pile va pouvoir débiter du courant tant qu'il existe une différence de potentiel entre l'électrode de gauche et l'électrode de droite. Donc ici, s'il existe une configuration telle que les potentiels sont égaux, alors ça veut dire que la pile va s'arrêter de fonctionner. Alors maintenant, on va essayer de voir comment décrire de manière systématique ces potentiels d'électrodes. Alors pour cela, on a une formule qui est finalement la seule formule importante du chapitre, la formule de Nernst. Alors que nous dit cette formule? On s'intéresse à un couple OX-RED tel que
alpha fois l'oxydant plus gamma fois des espèces chimiques, donc par exemple si on est en milieu acide, H+, plus un certain nombre d'électrons, égale bêta fois le réducteur, plus petit delta, un coefficient, fois B, souvent H2O. Eh bien, ici, la formule de Nernst va nous dire que le potentiel redox du couple, E oxred, est donné par le potentiel standard de ce couple. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le potentiel standard, c'est une grandeur qui a une grandeur qu'on appelle tabulée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tabulée? Eh bien, ça veut dire que c'est une grandeur dont on dispose dans les énoncés, c'est une grandeur que l'on peut mesurer pour chaque couple oxydant-réducteur. Plus, et alors là, on va avoir combinaison d'un certain nombre de constantes de la physique, RT sur NF fois logarithme népérien de l'activité de l'oxydant puissance alpha fois l'activité de A puissance gamma sur activité du réducteur puissance bêta, activité de B puissance delta. Donc, ici, ce qu'on va trouver, eh bien, on va trouver que le nombre d'électrons échangés intervient au dénominateur. On va trouver que l'activité de l'oxydant à la puissance alpha fait écho au alpha oxydant qui est ici. Activité de A puissance gamma, gamma fois A qui est ici. Activité du réducteur puissance bêta au bêta red qui est ici. Activité de B puissance delta au delta B qui est ici. Alors on va rappeler directement une chose. On va rappeler que si B est la molécule d'eau, l'activité de H2O vaut 1 si l'eau est le solvant. Ici, on est en chimie des solutions aqueuses, donc on a de fortes chances que ce résultat soit vérifié. Alors, la formule de Nernst donc, nous donne le potentiel redox d'un couple oxred qui serait en place au sein d'une demi-pile. Donc cette grandeur est donnée en volts. On peut se permettre d'étudier ensuite cette valeur, cette constante. Alors, de quoi est-ce qu'elle est constituée? RT sur NF ou RT sur F plus exactement, fait apparaître R constante d'égal parfait, donc 8,314 joules Kelvin moins 1, mol moins 1, T, la température en Kelvin, et F, on l'a vu précédemment dans le calcul de la quantité d'électricité échangée, F qui est une constante qui vaut la constante d'Avogadro fois la charge électrique élémentaire. Donc ici, 96 485 coulombs par mol. Alors, il existe une simplification très utile pour cette formule lorsqu'on se trouve à la température de 298 Kelvin, soit 25 degrés Celsius. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut écrire que RT sur F fois ln de 10 vaut 0,06, enfin ou 0,06.
0,59 volts. Alors, quel impact est-ce que ça va avoir? Eh bien, ça va avoir comme impact que l'on peut écrire à 298 Kelvin la formule de Nernst sous la forme E ox red égale E0 ox red, la grandeur tabulée, plus 0,059 sur n fois log, et non plus ln, de A ox sur A red. Alors ici, je suis un petit peu feignant, et je vous incite à apprendre cette formule sous cette forme-là. J'ai rangé dans A ox tout ce qui se trouve du côté de l'oxydant, ici, dans A red, tout ce qui se trouve du côté du réducteur, ici, en termes d'activité. Donc retenez, je pense, la formule de Nernst sous cette forme la plus simple, avec l'intérieur du logarithme sous la forme A ox sur A red. Et n, n'oubliez pas, c'est le nombre d'électrons échangés au sein de la demi-équation électronique. Donc là, on s'est doté maintenant d'une formule qui va nous permettre d'établir pour n'importe quelle électrode, eh bien, l'expression du potentiel électrique de celle-ci. Donc si on connaît le potentiel électrique d'une première électrode, le potentiel électrique d'une deuxième électrode, on va pouvoir très simplement orienter le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur. Alors, on va traiter maintenant différents exemples sur lesquels on va écrire le potentiel redox d'une électrode, et on va pour cela balayer les différents types d'électrodes possibles. Alors, les premières électrodes que l'on peut croiser, c'est les électrodes métalliques de première espèce. Le réducteur est un métal conducteur, l'électrode, souvent, et l'oxydant, un ion du même métal, qui appartient à l'électrolyte. Alors, dans la pile Daniel, par exemple, on va avoir deux électrodes métalliques de première espèce, une électrode de zinc, une électrode de cuivre. Donc, pour l'électrode de cuivre, eh bien, la détermination du potentiel de l'électrode va se faire en écrivant la demi-équation, redox. Donc ici, Cu2+, plus 2 électrons, qui donne Cu solide, et en écrivant ensuite la formule de Nernst. Donc ici, la formule de Nernst, ça va nous dire que E Cu2 plus Cu vaut E0 Cu2 plus Cu plus, alors si on se place à 298 Kelvin, pour simplifier les calculs, 0,059 sur n égale 2, 2 électrons échangés, log de activité de l'oxydant, donc ici on a une espèce en solution, Cu2+, sur C0, sur l'activité du réducteur, Cu, qui vaut 1 ici, c'est un solide. Pour le zinc, même logique, on étudie Zn2+, Zn. La demi-équation redox s'écrit sous la forme Zn2+, plus 2 électrons, donne Zn solide, et la formule de Nernst va nous dire que le potentiel de l'électrode de zinc vaut le potentiel standard de cette électrode
donc du couple Zn2 plus Zn, qui est une grandeur tabulée, on le rappelle, plus 0,059 sur 2 log de Zn2 plus. Sur C0. Alors, tout ceci va nous donner finalement, pour la pile Daniel, donc on rappelle que la pile Daniel au niveau de la représentation, c'est Zn au contact de Zn2+, dans l'électrolyte de l'électrode de gauche, hop, au contact via le pont électrolytique de Cu2+, puis de Cu, électrode de droite. Donc ici, la différence de potentiel aux bornes de la pile Daniel, ça vaudra E Cu2 plus Cu moins E Zn2 plus Zn. Donc ECU2 plus Cu moins EZN2 plus Zn. On voit que ça va nous donner la différence des potentiels standards. Plus 0,059 sur 2, donc il va venir ici en facteur, de log de Cu2+, sur Zn2+. Donc on voit ici une différence de potentiel qui va dépendre à la fois des potentiels standards des couples présents, mais aussi des concentrations des ions présents en solution dans les deux compartiments de la pile Daniel. Donc on va voir par la suite comment on peut interpréter cette différence de potentiel en termes de sens d'échange des électrons. Alors, on poursuit avec le potentiel redox d'une électrode de seconde espèce. Alors, en électrode de seconde espèce, on va avoir un réducteur, qui est le métal conducteur, au contact avec un oxydant, qui est un solide ionique du même métal, peu soluble. Donc l'électrolyte contient un ion de l'oxydant à ce moment-là. Alors, comment ça va se passer ici? On va étudier l'électrode au calomel saturé. Alors, si l'électrode standard à hydrogène est une électrode de référence théorique, l'électrode au calomel saturé est une référence expérimentale. C'est-à-dire que si l'on a besoin d'une électrode stable au sein d'une expérience, on va utiliser ce type d'électrode. Alors, l'écriture est un petit peu technique. On va avoir le métal mercure liquide qui est au contact du bouchon de calomel. Alors le calomel, qu'est-ce que c'est? C'est Hg2Cl2 solide. Donc le solide ionique du même métal, peu soluble. Ensuite, on va avoir une céramique poreuse pour éviter que le calomel soit attaqué. Et on va avoir une solution saturée de K+, et Cl-. Éventuellement, cette électrode, via la céramique poreuse du bas ici, représentée ici, peut être au contact d'une autre solution. Donc finalement, cette électrode au calomel saturé, donc schématisée de cette manière, va mettre en jeu, via la demi-équation redox, le couple Hg2Cl2, Hg liquide. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir écrire la demi-équation? Eh bien, ici, on va avoir Hg2Cl2, solide, qui va interagir avec des électrons pour former Hg liquide. On équilibre le mercure, on met un facteur 2 devant Hg liquide.
Donc si on a Hg liquide qui se forme, on va aussi former éventuellement Cl-. 2 Cl- pour équilibrer l'élément chlore. Et donc ici, on va avoir Ag2Cl2 plus 2 électrons qui donne 2 Hg liquide plus 2 Cl- aqueux. La formule de Nernst va ici s'écrire pour définir le potentiel de cette électrode de la manière suivante. On va avoir E de l'électrode au calomel saturé, ECS, qui vaudra le potentiel standard E0 de Hg2Cl2, le calomel, Hg, plus, alors, RT sur 2 fois F, ln de l'activité de l'oxydant, donc l'activité de Hg2Cl2, qui vaut 1, sur l'activité de ce qui est du côté du réducteur, Hg liquide, l'activité qui vaut 1 aussi, au carré, fois l'activité de Cl-. Donc l'activité de Cl-, ce sera Cl- sur C0, que l'on élève au carré, en raison du facteur 2 qui était présent ici. Donc finalement, on va obtenir à 298 Kelvin le potentiel de l'électrode au calomel saturé, qui vaudra le potentiel standard du couple calomel-mercure, moins 0,06, moins 0,059 avec deux chiffres significatifs, log de Cl- sur C0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, on peut dire que si la solution de KCl est saturée, donc la solution qui va être présente ici, eh bien, à ce moment-là, le potentiel d'électrode sera stabilisé. Donc ici, on peut dire que le potentiel d'électrode est stabilisé. Si Cl- est fixe. Donc en saturant la solution, on s'assure de la stabilité de la concentration en Cl-. Et donc si la concentration en Cl- est stable, le potentiel de cette électrode ne va pas varier au cours de la manipulation. Donc l'intérêt de cette électrode ici, c'est qu'on va disposer d'une référence de potentiel pour les expériences. Alors cette référence de potentiel n'est pas à potentiel nul. Le potentiel sera en général voisin de 0,24 volts. Donc ça, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que si l'on veut déterminer le potentiel d'électrode d'une électrode branchée dans une cellule galvanique comportant l'électrode au calomel saturé, eh bien, il va falloir mesurer la différence de potentiel. Alors là, on peut le noter en remarque. Donc si on fait en sorte de créer une pile qui contient ox-red, un couple que l'on cherche à étudier, et l'électrode au calomel saturé, eh bien le potentiel d'électrode va se retrouver en mesurant E au voltmètre et en lui rajoutant le potentiel de l'ECS, donc qui est déterminé directement par la concentration d'ion Cl- lors de la préparation de l'électrode en question. Donc, en expérience, on voit très simplement comment on peut utiliser ce type d'électrode pour trouver un potentiel d'électrode inconnu. Alors, en plus des potentiels d'électrode de deuxième espèce, de seconde espèce, on va pouvoir définir des potentiels d'électrode de troisième espèce.
Donc ici, le réducteur, c'est un ion de l'électrolyte, et l'oxydant, c'est aussi un ion de l'électrolyte. Et on peut classer aussi dans le troisième espèce tout ce qui reste, c'est-à-dire également les électrodes à gaz. Alors, ici, on va étudier la demi-pile fer 2, fer 3. Alors, la demi-pile fer 2, fer 3, on va avoir, au niveau du schéma, première chose à réaliser, du platine solide qui plonge dans une solution qui contient Fe2+, et Fe3+. Et ici, donc, une jonction électrolytique avec une autre demi-pile qui pourrait venir derrière. Donc, la demi-équation que l'on va pouvoir écrire ici, c'est que Fe3+, plus un électron donne Fe2+. Donc, la demi-équation, ici. Hop. Une fois qu'on a écrit la demi-équation, on écrit la formule de Nernst pour décrire le potentiel d'électrode. Donc ici, la formule de Nernst, elle va nous dire que le potentiel d'une demi-pile qui contient Fe3+, et Fe2+, ce sera le potentiel standard de ce couple plus 0,059 sur 1, un seul électron échangé, log de l'activité de l'oxydant, Fe3+ sur C0, sur l'activité du réducteur, Fe2+ sur C0. Donc la simplification par C0 va se faire naturellement ici. Donc vous voyez, l'écriture de la formule de Nernst va nous permettre de définir très simplement le potentiel de ce type d'électrode. On va constater une chose, on va constater que le potentiel d'électrode augmente si l'activité de l'oxydant augmente, le potentiel d'électrode diminue si l'activité du réducteur augmente. Donc là, finalement, on a dans l'idée que l'altitude électrique, parce que bon, un potentiel, c'est une sorte d'altitude électrique, l'altitude électrique du point du circuit associé à cette demi-pile va être d'autant plus élevée que l'activité de l'oxydant augmente, d'autant plus basse que l'activité du réducteur, qui est au dénominateur, augmente. Alors, on va envisager 2 ou 3 autres exemples, histoire de bien mettre tout ceci en place. Un cas un petit peu plus complexe avec une demi-pile permanganate-manganèse. Alors une demi-pile permanganate-manganèse, comment ça va se passer? On va ici schématiser ceci avec du platine solide qui plonge dans une solution qui contient des ions permanganate MnO4- et des ions manganèse Mn2+. Alors, à chaque fois, on imagine ici qu'on va avoir les contre-ions. Donc on peut envisager par exemple Cl-, 2 fois Cl- avec Mn2+, et K+, avec MnO4-, par exemple. Donc l'idée étant qu'à ce moment-là, les autres ions libérés sont des ions spectateurs des réactions chimiques qui ont eu. La demi-équation redox, donc ici, va s'écrire sous la forme donc MnO4- oxydant, Mn2+. Réducteur, on constate que MnO4- et Mn2+ sont équilibrés au niveau de l'élément chimique Mn. Alors ensuite, on sait ici qu'on est au nombre d'oxydation plus 2 pour Mn. Ici, qu'on est au nombre d'oxydation, alors, on se rappelle 4 fois moins 2 plus nombre d'oxydation de Mn égale moins 1. Donc Mn est à plus 7. On s'attend donc à avoir 5 électrons échangés. On va vérifier ceci. On équilibre O avec H2O, H avec H+, et on finit par équilibrer les charges avec E-. 2 plus ici, 7 plus ici, 5 électrons. On retrouve bien la différence de nombre d'oxydation du manganèse entre l'oxydant et le réducteur. Logique. La formule de Nernst.
Donc maintenant, on va nous dire que le potentiel d'électrode associé à la demi-pile qui est ici, donc le potentiel d'électrode associé au couple MnO4-, Mn2+, eh bien ça va nous donner le potentiel standard E0 du couple. Alors vous voyez, c'est assez long à écrire, hein, plus 0,059 si on se place à 298 Kelvin sur 5. On a 5 électrons échangés. Donc là, on fait bien attention. 5 électrons échangés. 5 ici. Fois log de l'activité de tout ce qui est du côté de l'Occident. MnO4- puissance 1. On a un coefficient 1 stoichiométrique. Fois H+, puissance 8. Sur les activités de tout ce qui est du côté du réducteur. Mn2+. Et si on veut travailler de manière adimensionnée, C0 puissance 8 ici, avec C0 qui vaut 1 mol par litre. On rappelle que l'activité de H2O liquide, qui constitue le solvant, est de 1. Donc c'est comme si on avait fois 1 puissance 4 ici, au dénominateur. Donc on fait les correspondances. Hop. Le 1 puissance 4 correspondrait au 4H2O, Mn2+, Mn2+, MnO4-, MnO4-, H+ puissance 8, H+ puissance 8, et le 5 ici pour les électrons. Donc là, c'est des écritures un petit peu plus complexes que l'on a ici. Et donc on va pouvoir dire à ce moment-là bien que la formule de Nernst a permis de définir le potentiel électrique d'une électrode qui contient MnO4- et Mn2+. Donc on va traiter un dernier exemple, la demi-pile d'hydrogène gazeux ion oxonium, avec du platine donc, qui plonge dans la demi-pile en question. Donc ici on prend du platine solide, que l'on fait plonger dans une solution qui contient H+, et le dihydrogène gazeux, donc H2 sous forme de gaz. À ce moment-là, on retrouve la même configuration que celle de l'électrode standard à hydrogène. La demi-équation redox va être obtenue avec 2H+, plus 2 électrons, qui donne H2 gazeux. La formule de Nernst alors souvent dans les énoncés on va vous pousser à les écrire à 298 Kelvin, d'où le fait que j'ai tendance à le faire naturellement. Faites attention toutefois, la formule la plus générale est non pas avec 0,059 sur le nombre d'électrons échangés fois log, mais bien RT sur NF ln du rapport des activités. Et donc là, on va avoir le potentiel de H plus H2, le potentiel d'électrode, qui vaudra le potentiel standard de H plus H2. Alors le potentiel standard de H plus H2, on sait par définition que c'est le potentiel de l'électrode standard à hydrogène, qui vaudra donc 0 volts, plus 0,059 sur 2, à cause du nombre d'électrons échangés, fois logarithme de, alors, activité de l'oxydant, H plus au carré sur C0 carré, sur l'activité du réducteur. Le réducteur est un gaz, pH2 sur P0. On va remarquer une chose instantanément ici. On va remarquer que dans le cas où, alors on va donner deux valeurs spécifiques,
dans le cas où le pH est nul, c'est-à-dire dans le cas où H+ vaut 1 mol par litre, et dans le cas où la pression en H2 vaut 1 bar, c'est-à-dire P0, et bien à ce moment-là, on va avoir EH plus H2 qui vaudra E0 H plus H2 qui vaudra 0 volts. Donc on a bien retrouvé le potentiel de l'électrode standard à hydrogène. Donc, ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on écrit la formule de Nernst, il faut faire attention à la température. Si la température n'est pas à 298 Kelvin, il faut repartir sur la formulation originelle avec RT sur NF log, ln. Pardon. Il faut faire attention à l'état physique des constituants. Les ions en solution n'ont pas les mêmes activités que les solvants, les solides ou les gaz. Donc là, il faut revoir tout ce qui est activité d'un constituant chimique d'un système. Il faut faire attention aussi aux coefficients stoichiométriques qui interviennent en puissance dans les activités. Donc, eh bien, il faut faire attention aussi, dernière chose, aux coefficients stoichiométriques devant H+ ou devant H2O. Donc, ceci étant dit, on a vu maintenant que la grandeur potentielle d'électrode permettait de définir le potentiel chimique d'un point du circuit. On a dans l'idée que si une pile revient à l'équilibre, c'est que la circulation d'électrons dans le circuit extérieur s'arrête. Si la circulation d'électrons dans le circuit extérieur s'arrête, ça signifie que les deux bornes de la pile sont revenues au même potentiel électrique. Donc on va avoir dans l'idée que l'évolution naturelle d'un système chimique va pousser les potentiels électriques des deux demi-piles à s'égaliser. Et s'il y a égalisation des potentiels électriques, eh bien il n'y a plus circulation d'électrons dans le circuit extérieur. Donc on va voir la semaine prochaine comment on peut anticiper le sens d'une réaction redox en connaissant les valeurs des potentiels d'électrodes associés aux deux bornes d'une pile. Et en généralisant un petit peu, on va imaginer un seul bécher, par exemple, où on aura versé plein d'espèces chimiques différentes. On va dire que chaque couple oxydant-réducteur veut définir le potentiel du bécher en question. Donc on voit bien une chose, on voit bien que quand plein d'espèces sont en présence en même temps dans un système chimique, pour que le système revienne à l'équilibre, il faut que tous les potentiels soient les mêmes. C'est-à-dire qu'on puisse définir un seul potentiel électrique pour un système chimique donné à l'équilibre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis la suite au prochain épisode, c'est-à-dire la semaine prochaine.